Nous sommes toujours au Salon du Livre de Montbron, ici près du château de Montbron. Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Véronique Ovaldé, autrice écrivaine. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, comment construire un roman? Je vais droit au but. Comment construire un roman où il y a un secret? Comme ça, quoi. Comment vous... Comment on construit un roman avec Roman. un secret? De toute façon, il y a toujours des secrets dans les romans, parce que c'est le principe même des romans. Il me semble que c'est comme d'aller, de traverser une forêt obscure d'écrire un roman et d'aller essayer de trouver une clairière. Donc il y a toujours cette idée quand même d'aller chercher quelque chose au bout de la, pas au bout d'ailleurs, dans la forêt obscure. Et donc voilà, donc dans ce roman qui raconte l'histoire de quatre sœurs sur une île de Sicile. Les quatre filles Salvatore, elles ont toutes un prénom qui est lié à l'opéra, leur père étant un féru d'opéra. Il y a Violetta, Gilda, Aida et Mimi, 3 Verdi et une Puccini. Et dans ce livre qui parle de la famille, évidemment, le secret est... Enfin, c'est le secret avec une majuscule parce que ce sont les secrets de famille. Dans toutes les familles, il y a des secrets, évidemment. Ça, on le sait tous. On a tous une famille. Et on sait qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas dites dans les familles. Le secret dans ce livre, et il est dès le départ, où il vient progressivement dans En le fait, livre. dès la première scène, on a l'une des petites filles de la famille Salvatore qui va... En fait, il y a deux des filles Salvatore, une qui a 8 ans et une qui a 6 ans. Elles partent un soir de carnaval, une nuit de carnaval. Elles n'ont absolument pas le droit d'aller au carnaval. Elles font le mur. Et au petit matin, il n'y en aura qu'une qui va revenir. Et donc, la petite dernière va disparaître ce soir de carnaval. Et donc, ça va être non seulement un secret, mais les secrets de toute cette famille, parce qu'on va chercher la petite, on ne va pas la retrouver. Et ça va peser, parce que les secrets, ça pèse. Et l'absence pèse. Et puis, c'est dévastateur. Donc voilà, ça commence avec ça, dès le départ. Et puis... dès le premier chapitre, dès le prologue. Et puis, on a, après, ça se passe 30 ans plus tard. Et c'est Aïda qui a été tenue responsable de la disparition de la petite. Aïda, donc, elle a fini par être, bannie de l'île. Donc, elle a vécu sa vie à Palerme. Et 30 ans donc plus tard, on la rappelle depuis l'île, on lui dit de venir parce que le vieux est mort, le père est mort. Et là, en fait, Aïda va retourner sur l'île et elle veut en découdre parce qu'on l'a tenue responsable de la disparition de la petite, qui est restée jusque-là un mystère. Et là, elle va vouloir non seulement prendre sa revanche et essayer de comprendre ce qui s'est passé cette nuit de carnaval. Alors pourquoi justement avoir choisi une île pour le thème de ce roman, pour le lieu? Les îles, c'est quelque chose de très intéressant. C'est comme les familles, finalement, ce sont des écosystèmes un peu particuliers. Et les îles, moi, je suis fascinée par les îles. Il y a quelque chose à la fois très protecteur et très enfermant dans l'île, un peu comme des familles. Ouais. Et puis, je suis fascinée aussi par l'état d'esprit, l'état d'esprit insulaire, on va dire, l'état d'esprit îléen, qui est souvent teinté de paranoïa et avec des systèmes qui lui sont très, très spécifiques. Et puis, en plus, c'est une île de Méditerranée, une île sicilienne, une île qui est dans ce qu'on appelle là-bas la mer africaine, entre la Sicile et le Maghreb. Et ce sont des îles avec des fonctionnements aussi très singuliers, très particuliers, avec quand même un fonctionnement mafieux, Oui, on peut le dire, oui. en Sicile, oui. Justement, vous avez déjà vécu sur une île. Pourquoi avoir choisi ce thème Alors moi, j'ai pas vécu sur une île, mais il y a des îles que je connais très bien. En particulier, je connais très bien la Corse et je connais très bien les Corses. C'est ma famille d'adoption qui est en Corse. Et donc, je les vois faire, je les vois dire, je les entends. Et je vois bien en effet que vivre sur une île, c'est une identité très particulière qui nous est donnée quand on est
sur une île. Naître du verbe naître. Hein. Et donc, voilà, ça m'intéresse depuis toujours et je me rends compte qu'en fait, j'ai pas mal de mes livres qui se déroulent sur des îles, qui sont souvent des îles imaginaires, des îles en tout cas qui ressemblent très très fort à la réalité, parce que ce sont des territoires, le fait que ce soit circonscrit, ce sont des territoires assez agréables à explorer, que ce soit en réalité ou en littérature. En parlant de littérature, dans votre roman, vous avez choisi des personnages féminins en personnages principaux. Pourquoi Alors ça, c'est une question qui m'amuse parce que je me dis, si j'étais un homme et que j'avais choisi des hommes dans un livre, on ne me poserait pas la question. On est bien d'accord. Certainement. Et alors, c'est troublant. Mais en l'occurrence, voilà, moi j'écris aussi de là d'où je suis. Je suis une femme, ça m'intéresse énormément ce qui se joue entre les filles, entre les femmes. Mais c'est une question que je trouve amusante parce et puis c'est toujours comme si, vous savez, nous quand on est une lectrice, on a lu beaucoup de livres, beaucoup de romans, beaucoup de littérature écrite par les hommes. Oui. Et on est formé presque avec ça. C'est-à-dire que moi, je connais très bien en fait ce qui se passe à l'intérieur de la tête des hommes, au fond, parce que j'ai tellement lu de littérature. Et il n'y a rien de mieux que la littérature pour être au plus près de l'autre. C'est vraiment une expérience de l'altérité, quand même, la littérature. Et je trouve ça troublant, c'est qu'en fait, je me dis qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes en fait, qui lisent des livres écrits par les femmes. Je le vois souvent dans le métro quand je suis à Paris. Quand je vois un homme qui lit un livre, à 99%, il lit un livre écrit par un homme. Ah ouais. C'est troublant quand même. Vous voyez rarement dans le métro des... Alors déjà, c'est bien de voir des gens lire dans le métro. Oui, déjà. Alors ça dépend des lignes de métro. Oui, il y a des lignes avec des lecteurs et des lignes où il n'y a pas de lecteurs. Voilà. Alors les lignes recommandées, où il y a des lecteurs. Des livres recommandés ? Non. Les lignes où il y a des lecteurs, c'est lesquelles donc sur quelle ligne de métro il y a sur les lignes alors, il y en a quelques-unes comme ça. Il y a la ligne 12, si ça vous intéresse. La ligne 12, qu'elle traverse Paris de haut en bas, mais étrangement, en fait, là, il y a des lecteurs. Et il y en a quelques-unes, alors je ne pourrais pas vous faire la... Mais on pourrait faire une topographie, ça pourrait être amusant. En fait, ça serait rigolo, de voir, de voir où et j'imagine que c'est pareil pour le train. Il doit y avoir aussi des lignes, en fait, où il y a plus de lecteurs que d'autres. Exactement. Aujourd'hui, on voit les gens avec leurs tablettes et leur téléphone surtout. Leur téléphone où ils regardent des séries, où ils regardent... Ils jouent, ou ils sont simplement sur TikTok ou Instagram. Hein. Ça se perd la lecture ou pas aujourd'hui ? Ah oui, je pense que ça se perd, bien sûr. Il y a tellement de possibilités de divertissement. C'est-à-dire que si on vit la lecture seulement comme un divertissement, il y a des divertissements plus immédiats, on va dire. Et peut-être plus paresseux aussi que la lecture. Mais la lecture, c'est pas seulement ça, évidemment. C'est loin d'être seulement un divertissement. Pour vous, c'est quoi la lecture, justement ? C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est rencontrer l'autre. Et puis, alors en effet, ça peut être un divertissement, mais c'est aussi une tentative de donner du sens à nos existences. C'est pas rien quand même d'être un animal humain. Oui. C'est quelque chose qui... Alors on peut traverser la vie sans se poser la question, je pense. Mais si on se la pose, je trouve que la littérature répond à quelques questionnements fondamentaux. Oui, intérieurs. On voit dans le bouquin, dans votre livre, donc le père aime l'opéra, les filles ont des prénoms d'héroïnes d'opéra. Votre rapport avec l'opéra, vous ? En fait, là, c'est vraiment... moi, mon père était un féru d'opéra et je vivais ça comme quelque chose d'assez coercitif. L'opéra, quand j'étais enfant, j'étais obligée de regarder de l'opéra. Et je crois qu'en fait, quand j'ai écrit ce livre, quand on écrit un peu à l'aveuglette. Je ne me suis pas rendu compte en fait, que je parlais de mon père. Mais en fait, c'était cet homme autoritaire et qui imposait ses goûts et imposait l'opéra. Donc là, il l'impose, qui plus est, puisque carrément, il nomme ses filles comme des héroïnes d'opéra. Mais quand vous nommez vos filles comme des héroïnes d'opéra, les opéras, c'est très tragique. Oui. Donc vous leur mettez quand même... sur les épaules une destinée, vous leur proposez une destinée
souvent funestes. Comment vous construisez les personnages de vos romans? Ils arrivent d'eux-mêmes, en fait, au fond. Je Ça- crois qu'ils arrivent, c'est au ils fur et à surviennent. Ouais. Et ils surgissent. Et ils surgissent souvent avec un nom. Les noms, c'est très important. J'aime nommer les personnages arrivent avec leur nom. Et après, finalement, ils s'incarnent avec ce nom. Et ils prennent chair, ils prennent vie peu à peu. Ça, c'est quelque chose de magnifique quand on écrit. Ça remet des milliers d'heures à écrire un roman. Et peu à peu, chaque jour, les personnages Près de vie? s'incarnent et prennent vie. C'est quelque chose de très excitant. Oui. On met combien de temps à écrire un livre? Alors, je pense que ça dépend des auteurs. Moi, je mets beaucoup de temps parce que j'ai pas mal d'autres activités. Donc, j'écris la nuit. Mais là, j'ai mis pas mal de temps. J'ai dû mettre 3 ans à l'écrire, celui-ci. Mais j'ai écrit certains livres beaucoup plus rapidement. Il y en a un que j'avais écrit en 3 mois. Ça dépend vraiment. Il y a des livres aussi qui ont besoin d'un rythme plus lent et d'une longue maturation. Celui-ci, c'était un livre de longue maturation. Vous écrivez où en général? Chez vous? J'écris chez moi la nuit. La nuit? Donc j'écris soit dans la cuisine, soit dans mon petit bureau. Mais c'est surtout, ce qui est important, c'est au-delà du lieu, c'est plutôt le temps. Et ce temps nocturne, ce temps de 3h, 4h du matin, c'est un temps très particulier parce que tout le monde dort. En fait, Oui. les gens qui Il y a se pas de couchent bruit, tard, oui. les gens qui se couchent tard sont déjà rentrés chez eux, sont en train de rentrer chez eux, et ceux qui se lèvent tôt, ils ne sont pas encore levés. Et donc c'est un moment assez parfait, au fond. Puis si vous êtes quand même encore dans quelque chose qui est de l'ordre du rêve, en fait. Vous êtes entre le sommeil et le rêve et le petit matin. C'est un moment très propice à l'imaginaire. D'accord. Une dernière question. Comment considérez-vous la place des auteurs et des autrices dans l'espace public et dans la vie politique à l'heure actuelle? Est-ce que quel rôle devraient-ils et elles avoir dans... Je ne sais pas si les auteurs et les autrices doivent avoir un rôle dans l'espace public ou dans l'espace politique. Je ne suis pas sûre que ce soit à eux de faire ça. En revanche, ce qui est particulier en France, c'est que quand vous êtes écrivain, vous bénéficiez d'une sorte de statut un peu privilégié, de statut d'artiste en fait, Oui. privilégié par rapport à... quand vous dites, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu dis, je suis écrivain, en fait. Ça, c'est... Déjà, en France, il y a beaucoup de gens qui aiment écrire. On est un pays quand même de gens qui écrivent. On s'en est rendu compte d'ailleurs après le grand confinement. En fait, les maisons d'édition ont été submergées. Oui, parce que les gens avaient eu le temps d'écrire. Beaucoup, parce qu'en fait, alors c'est ça, c'est la difficulté, c'est qu'il ne faut pas confondre le temps d'écrire, le temps qu'on a pour écrire avec le fait qu'on ait quelque chose à dire ou à écrire. À tel point qu'il y avait des maisons d'édition comme Gallimard ou Grasset qui avaient mis des messages sur leur site internet pour dire « Ne nous envoyez plus de manuscrits ». Donc je trouve que c'est intéressant. On est un pays de... Peut-être pas d'écrivains, mais on est un pays d'écrivains. Et il y a un grand respect quand même de l'écrivain chez nous, en France. Après, je pense que de toute façon, les écrivains sont des gens ce sont des intellectuels, ce sont des gens qui quand même qui réfléchissent au monde dans lequel ils vivent, qui réfléchissent à la manière dont les relations qu'on entretient entre nous, humains en fait, et avec la nature aussi, avec notre environnement, ce sont des... Enfin, il y a quelque chose de voyant souvent chez l'écrivain. Donc je pense que c'est important d'écouter un peu les écrivains, c'est important de les lire, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient quelque chose à faire dans l'espace politique aussi directement. Il faut faire attention à l'engagement politique quand on est un écrivain. Parce qu'on fait attention à ça parce qu'en fait, il faut pas être démonstratif. Il n'y a rien de pire que la littérature démonstrative, il me semble. Oui, il ne faut pas que ce soit un livre du prosélytisme, il faut que ce soit nuancé. Ou oui, c'est plus subtil que ça, il me semble. Subtil, oui. Plus ambigu et plus subtil. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à Merci vous. beaucoup, Véronique. Je vous souhaite un très bon salon du livre. Merci, je suis très contente d'être ici à Montbron. C'est la première fois que vous venez à Montbron? Non, parce que moi je suis du Piégu. Ah bah. Donc j'habite à Paris sur les lignes de métro, mais souvent j'habite à Piégu, donc je suis pas très loin. Et ce magnifique marché. Et son marché du mercredi, Du mercredi. absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.